ça pour arriver en 2027 avec notre projet de spectacle nocturne au bord du Loing. La photo que vous voyez, c'était une mise en lumière qu'on a fait en 2020 pour la Fête des Lumières 2020 en mettant en lumière les bâtiments de la ville. Ce spectacle nocturne, il a 3 objectifs. Réaliser un spectacle de grande envergure, bon, ça c'est assez logique. Valoriser le patrimoine et le rayonnement de la cité médiévale, on rentre un peu plus dans le détail, c'est important pour nous. Créer une œuvre collective dans une expérience interassociative. Valoriser le patrimoine, mettre en lumière, c'est-à-dire vraiment ce patrimoine moretin, je pense qu'on y est tous très attachés, cette skyline, comme on peut dire, du pont des Moulins, du pré Margaron, de cette ville étendue qui a fait beaucoup rêver de touristes, qui a fait beaucoup rêver les habitants, je pense, et également des impressionnistes et beaucoup d'historiens. C'est ça qu'on veut mettre en valeur, c'est ça qu'on veut raconter dans un spectacle au bord du Loing et venir vraiment sublimer l'ensemble de ce territoire. Créer une œuvre collective, c'est aller toujours plus loin dans travailler ensemble, écrire quelque chose ensemble et rassembler là beaucoup de monde. Je n'ai pas les chiffres, et je vous dirai des bêtises de chiffres de personnes qu'on aimerait avoir sur ce projet, mais quand on voit que sur une fête des Lumières, on peut être 110, 120 personnes, juste sur une fête des Lumières, j'imagine que sur ce projet-là, on ne sera pas moins de 300 sur scène, même bien plus, je pense, si on compte les techniciens, etc. On compte vraiment faire appel à un maximum de partenaires locaux pour réaliser tout ça. Donc les grandes lignes du projet, je viens d'en citer quelques-unes. Fin août 2027. Alors on est parti sur fin août 2027 parce qu'il fait nuit tôt. Fin août, en juillet c'est impossible, ou en juin c'est impossible. Déjà juin, tout le monde est dans des trucs associatifs, etc. C'est impossible. Juillet, on se dit il fait nuit à 23h. Donc pour faire un spectacle nocturne, on va pas, les enfants, ce sera pas la peine à 23h30 de faire un spectacle. Donc on part sur un fin août 2027. 2027, pourquoi 2027 parce qu'il faut du temps pour monter tout ça, il faut du temps pour aller chercher les financements, il faut du temps pour écrire, pour se structurer. Voilà, on veut vraiment prendre le temps de faire les choses correctement pour vraiment aller au bout du projet comme on le souhaite. Et ça jouerait 2 fois, oui, ça jouerait un vendredi soir et un samedi soir. On installe à partir du mercredi pour laisser la répétition générale le jeudi soir et le dimanche en désinstallation dans la nuit et le dimanche. Les bords du Loing, bon, je pense que tout le monde connaît un peu ici cette photographie. Là, un peu une vue aérienne, mais c'est important parce qu'on voit sur cette photo que l'église a une place très importante dans les bords du Loing, malgré tout, même si elle est loin. Pour nous, elle fait partie du spectacle, l'église, et ça va être un challenge de la faire participer au spectacle, techniquement, principalement. Et oui, je parlais du Festival de Moret parce qu'on ne peut pas évoquer ce site historique sans parler du Festival de Moret. Aujourd'hui, en plus, on est entouré de costumes. Certains sont du Festival de Moret. Oui, celle-là. Du festival. Donc, forcément, c'est quelque chose qui m'a inspiré depuis toujours. C'est quelque chose qui, je pense, m'a donné l'envie, moi, de faire du spectacle dans toute ma vie. Certains bénévoles ont fait partie du festival. Certaines personnes dans cette salle ont fait partie du festival. Donc, c'est vraiment un ancrage profond au sein de beaucoup de personnes. Qu'on rêve de revoir ce lieu sublimé par un spectacle. Donc forcément, on a le festival qui est pas loin et en plus, on prend exactement le même territoire. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller des îles à Jardin, donc à gauche, jusqu'au Champ de Mars quasiment, parce que c'est une entrée, c'est une coulisse, le Champ de Mars. Ce sont des loges qui seront jusque là-bas. Donc c'est extrêmement large, la mise en scène. Il va y avoir du travail pour venir rendre ça dynamique. En plus, c'est très loin, parce qu'on a cette eau qui est immense entre le public qui est au Pré de Pin et le spectacle qui se passe principalement de l'autre côté. Mais justement, on va essayer de pallier à tout ça et on est en train d'écrire des choses pour essayer de travailler là-dessus. Voilà, j'étais en train de vous dire, la zone publique, le Pré de Pin. Je ne sais pas encore combien on va pouvoir accueillir de personnes. C'est des choses qu'on va travailler avec des régisseurs généraux sur le projet. C'est leur travail de pouvoir aussi contrôler un lieu, gérer les flux du public, les autorisations, combien on peut mettre de rangs, etc. etc. C'est des choses qu'on va rentrer dans le détail petit à petit. Donc la zone publique, pour l'instant, je vise 700 personnes. Si on peut plus, c'est bien parce que ça rentrera plus d'argent, évidemment, et on pourra payer un peu plus tout le reste. On a des zones de jeu. Les zones de jeu, le Pré de Pin est une zone de jeu parce qu'on veut vraiment avoir de la proximité avec le public. Si on n'a pas de proximité, on rend quelque chose très, très passif pour le public et on ne veut absolument pas ça. On a le Pré Margaron, forcément. Le Pré Margaron, c'est une scène immense, donc on peut beaucoup s'amuser. En plus, elle est très géométrique, on va dire, elle est assez sympa. Et le pont, même si le pont il n'est pas parfait parce qu'il y a les barrières, parce qu'il est loin, parce que
Le public, en fonction de là où il se situe, ne voit pas exactement la même chose, mais on se dit que ça peut être quand même très intéressant. Dans le temps, le festival, il faisait par exemple des guerres, des fois à cet endroit-là, il y avait deux camps qui s'affrontaient et qui se retrouvaient. Ça restait quand même très spectaculaire de faire quelque chose sur le pont. Et les îles et le moulin. Le moulin, c'est une des scènes principales qui se voit le plus sur toute l'île devant le moulin. Et les îles tout à jardin, forcément, elles font partie de la skyline, donc il faut les utiliser d'une manière ou d'une autre. Et après, on a les zones techniques. Les zones techniques, ça peut être de l'éclairage et de la pyrotechnie, peut-être sur l'église. La pyrotechnie, j'y crois moyen, parce que c'est quand même compliqué d'aller emmener de la pyrotechnie en plein milieu de la ville, mais on adorerait qu'il y ait de la pyrotechnie qui sorte de derrière l'église. De la lumière, c'est tout à fait possible, mais c'est très loin. Le Quai des Laveuses est une zone technique aussi, lumière et pyrotechnie. Là, c'est beaucoup plus crédible, on va dire, en tout cas dans les prévisions. Quand je dis pyrotechnie, c'est pas un feu d'artifice. On n'est pas là pour faire un feu d'artifice, c'est comme j'ai fait sur la Saint-Jean avec Clément, c'est en interne que ça a été fait. C'est vraiment des effets spéciaux. Donc même le feu d'artifice que vous venez de voir en vidéo, ce n'est pas un feu d'artifice, c'est des effets pyrotechniques qui peuvent être tirés par le commun des mortels. En fait, il n'y a pas besoin d'autorisation particulière, à part l'autorisation de la mairie, évidemment. Le Pré-Margaron, qui est une zone de jeu, mais également une zone technique, parce qu'il faut éclairer toute la skyline, évidemment. Et le Moulin, qui est une très grosse zone technique, parce qu'on va éclairer tout le pont, etc., forcément. Pour faire tout ça, forcément, comme tous les autres projets, on est vraiment, j'ai mis multi-art, mais c'est pas très joli, peut-être pluridisciplinaire, ce sera plus joli. Voilà, on a l'habitude de travailler avec des danseurs, avec des chanteurs, avec des escrimeurs, etc., etc., avec des comédiens, et on veut vraiment élargir au maximum sur ce projet. Vous verrez, petit à petit, dans les mois à venir, dans les années à venir, on va parler un peu du projet. Il y a peut-être des circassiens à un moment, voilà, on va essayer d'élargir pour proposer quelque chose de très riche tout au long du projet, parce qu'un spectacle de cette envergure, il faut tenir en haleine le spectateur et pas avoir tout le temps la même proposition en face. D'ailleurs, dans tout ça, la composition musicale sera faite à 60% en intégralité par les équipes internes et par des compositeurs locaux. On va essayer d'aller chercher des jeunes qui font un peu de composition dans le coin. C'est déjà ce qu'on fait sur la plupart de nos projets. Des fois, il n'y a pas forcément besoin, mais sur un spectacle comme ça, on veut vraiment avoir un thème musical qui nous accompagne tout au long. On va avoir des thèmes principaux, il y a des choses qui seront, voilà, 40% autres. Forcément, il y a des moments où il n'y a pas forcément besoin de faire de la composition, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Mais c'est important pour nous d'aller faire de la composition. Travailler avec les partenaires associatifs. Voilà, j'ai un petit exemple de partenaires locaux que l'on a déjà. Évidemment, il y a la ville de Morel-en-Vanne qui arrive en premier et gagne, forcément, parce que sans eux, on ne peut rien faire du tout sur le territoire. On a Expert Event qui est notre expert technique et qui vient nous louer le matériel sur tous nos événements. Et après, on a les associations comme la DSCE avec qui on fait la Saint-Jean. On a l'association Charisme et Arpège. Ankar Studio, c'est celui qui nous fait tout le graphisme, qui nous a créé le logo, qui nous a créé les petits personnages que vous voyez, qui sont nos personnages maintenant, Lumi et Suki, qui participent à tous nos dossiers, et ainsi de suite, toutes les associations de théâtre, toutes les associations de danse, il y a surtout Envie Théâtre avec qui on travaille depuis le début, l'association de danse de Moret et alentour, et les Compagnons du Grand Bonheur. Voilà, c'est les principaux avec qui on travaille, mais on veut élargir ça au maximum dans les années à venir, surtout pour ce spectacle 2027. On parlait de technique, donc c'est important pour nous d'avoir une qualité technique. Pour moi, c'est ce qui a pêché sur les dernières années du Festival de Moret, ce n'est que mon avis, mais je trouve qu'il y avait eu, parce que financièrement, il faut aussi relever ce défi technique. Il faut aller vers des éléments qui aujourd'hui coûtent cher et qu'il en faut en quantité assez astronomique. Donc la conception et le design sera fait par les équipes de Seine-sur-Loing, mais la direction technique sera faite entièrement par un sous-traitant qui est Expert Event, mais qui sera partenaire du projet. Le son va être fait par Tristan Duforestel, qui est la personne qui nous mixe, qui nous crée l'ensemble des conceptions sonores sur tous nos spectacles depuis de nombreuses années. Il a un petit parcours un peu sympathique quand même dans ce domaine-là. C'est sa profession de faire de l'ingénierie sonore, de faire du design sonore sur des spectacles, ou faire de la régie aussi, même pour le ministère par exemple. Il a fait beaucoup de régie pendant les années Covid au ministère. Et depuis le début, Tristan nous accompagne professionnellement. C'est un intermittent du spectacle que l'on essaye au maximum de rémunérer quand on peut. Sinon, il est aussi bénévole de l'association quand il ne peut pas être rémunéré, forcément. Ça, c'est un petit élément technique qu'il m'a envoyé, qu'il a déjà un peu jeté comme ça. C'est un peu compliqué à comprendre comme ça. C'est la couverture sonore du Pré-de-Pin. C'est-à-dire que c'est une demande que j'ai faite, c'est que le son soit à 360, donc tout autour du public, tout le long du spectacle. Venir mettre une façade, c'est-à-dire venir mettre quelque chose juste devant les gens,
ou venir mettre quelque chose de l'autre côté de l'eau, pour moi, ça ne va pas donner un rendu, ou en tout cas, ça va faire un peu vieillot. Donc l'idée, c'est de vraiment englober le public, de faire des effets, de vraiment le nourrir d'une bulle sonore continue dans le spectacle. C'est un des éléments principaux de ce spectacle, ça va être la continuité sonore et ce voyage auditif qui doit accompagner tous les tableaux. Et Clément Gulbiers, qui lui est concepteur lumière de profession et sur le projet. Vous verrez qu'il a plusieurs cordes à son arc. Clément, notamment aujourd'hui, est assistant designer à Disneyland Paris. Tiens, c'est rigolo. Mais il travaille aussi dans de nombreux théâtres, comme le Cabaret Madame Arthur à Paris. Voilà, il a un petit parcours qui ressemble un peu au mien, puisqu'on a fait le même genre de formation, qui est un diplôme des métiers de l'art, régie de spectacle, option lumière. Et Clément n'a pas chômé ces derniers mois, puisque il nous a fait beaucoup de vidéos que vous avez vues notamment, mais il a fait aussi ce rendu 3D, donc c'est un rendu 3D complet en simulation sur un logiciel informatique qui rend plutôt bien, je trouve. Bon, forcément, il n'y a pas forcément les bonnes couleurs, les bonnes matières, mais ça va nous permettre de diminuer drastiquement l'allocation de matériel sur un temps long, et on va pouvoir enregistrer tout ce qui est lumière, pyrotechnie et autres entièrement en simulation 3D. C'est-à-dire que quand on va arriver le jeudi soir, enfin le mercredi soir, une fois que l'installation sera faite, on va mettre une clé USB, normalement toute la lumière du spectacle sera déjà là. Et on n'aura plus qu'à la corriger pendant une nuit. Plutôt que de la faire pendant 3 semaines, on ne passera plus qu'un travail sur une nuit. C'est quand même pas mal. C'est grâce à ce 3D-là qu'on va pouvoir faire ça. Et je vous montre une petite vidéo du rendu lumineux qui pourrait être fait. Voilà un rendu assez, pour l'instant je peux vous le dire, on n'a même pas vraiment réfléchi dans le détail au concept, etc. On n'a pas fait ce plan lumière par rapport au spectacle qu'on est en train d'écrire. C'est un plan de base pour éclairer de l'architecture, éclairer quelque chose, voilà, basiquement. Mais le rendu est quand même plutôt cool. Mais il faut un peu d'argent pour ça. Et on a la chance d'avoir un partenaire fort qui est Expert Event. On a mis des fontaines parce qu'on se dit qu'il faut absolument faire quelque chose dans l'eau. Forcément, il faut mettre des scènes, il faut mettre des fontaines, il faut faire vivre cette eau, il faut qu'elle ait une histoire, il faut qu'elle raconte quelque chose, et il faut qu'on fasse quelque chose avec. Donc dans le budget, pour l'instant, on a mis une location de fontaine et un partenaire fontaine qui viendrait installer des fontaines. C'est possible, ça existe, vous en avez vu sur les JO, sur la scène, des partenaires comme ça, c'est tout à fait probable et ça existe. Donc le partenaire principal, ça va être Expert Event. J'en parle parce que c'est vraiment important d'en parler, parce que vous allez comprendre que déjà, c'est des personnes sérieuses et c'est des personnes qui vont aider énormément ce projet. On a fait notre premier rendez-vous il y a 2 semaines avec eux pour parler un peu partenariat officiel. On n'a pas fait de contrat encore, on n'a pas écrit quoi que ce soit entre nous, mais en tout cas, on s'est mis d'accord que c'était un vrai partenariat et que on pourrait décider, si tout va bien, que la seule argent qu'il y aurait entre nous pourrait être uniquement la masse salariale. Ça veut dire que tout le matériel pourrait être juste un pourcentage, par exemple, de notre chiffre sur les entrées, etc. Ce qui est énorme. J'ai reçu un premier devis aujourd'hui, il est à 110 000 € de location de matériel. C'est énorme. C'est mon budget tout complet, vous verrez, il n'est pas loin de 110 000. Mais ça veut dire qu'il pourrait nous offrir beaucoup. C'est un vrai partenaire très fort.
Et en plus, c'est un partenaire qui est présent et très présent dans l'ensemble de la France depuis de nombreuses années. Ils font le parc Astérix par exemple, c'est eux qui louent l'ensemble du matériel et qui créent les spectacles du parc Astérix, les spectacles nocturnes au parc Astérix. La Tour Eiffel, ils ont fait le 14 juillet pendant 3 fois sur la Tour Eiffel, donc c'est eux qui font pas le spectacle, ils font la lumière et la technique du feu d'artifice. C'est toujours un pyrotechnicien qui va faire la conception. Et ils ont fait la lumière des JO, la clôture des JO, c'est le détourage de la scène. Tout le détourage de la scène avait été fait par cette structure Experiment. Donc voilà, c'est pas des guignols, on peut dire. C'est des personnes qui savent ce qu'ils font, qui ont du matériel vraiment très professionnel, de qualité. Je ne suis pas en train de vous les vendre, mais en tout cas, c'est vraiment un partenaire fort et sans eux, le projet n'existe pas, clairement. Vous avez vu l'ensemble, tout le matériel qui est posé pour faire la vidéo que je vous ai montrée. Bon, on espère pouvoir les payer entièrement pour le travail qu'ils vont faire, mais forcément, il va y avoir un partenaire fort et là-dessus, on va pouvoir compter sur eux. C'est déjà super chouette de pouvoir partir 2 ans avant le projet, de savoir qu'on a un partenaire qui nous suit et qui va gérer l'ensemble de la technique son et lumière sur place. C'est-à-dire qu'aucun bénévole ne sera obligé de faire de la technique, on va dire, parce que c'est quelque chose d'assez... pour moi, c'est un peu fastidieux d'aller tirer des câbles dans l'eau, d'aller tirer... de mettre des projecteurs partout, c'est lourd, on porte, il y a des camions à décharger, etc. C'est un gros travail qui, pour moi, là, vraiment touche au milieu professionnel et qui s'éloigne un petit peu du bénévolat. Forcément, il y a des bénévoles qui vont avoir envie de travailler avec ces équipes, et ce sera avec plaisir, mais je ne veux pas que ce soit une corvée pour personne, et clairement, vu la grandeur de ce projet, il faut aller vers du professionnel, et il faut le soutien d'un professionnel pour faire cela. C'est un spectacle d'1h30, l'ambition c'est 1h30 de spectacle, c'est un vrai spectacle entier. Un conte imaginaire, poétique à la frontière du fantasy et du réel. Je peux commencer à vous parler de un peu ce qu'on écrit, ce qu'on fait, puisque on a un premier pitch, un premier synopsis que je vais pouvoir vous présenter juste après. Depuis la création de l'association en 2017, c'était un des piliers de notre création, c'était un jour on va faire un spectacle au bord du Lan. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on se redit à chaque fois, là ça va être cette année, ben non, ce ne sera pas cette année. On en a parlé aux 2 mairies qu'on a connues avec l'association, on en a parlé à chaque fois à l'ensemble de nos partenaires. Mais on a posé le 29 septembre 2024, on a voté tous ensemble dans l'association, tous les bénévoles, que ça y est, notre objectif, on allait peut-être pouvoir l'atteindre parce qu'on se trouvait assez fort pour aller porter ce projet. Donc on a voté tous ensemble qu'en 2027, on allait porter un spectacle nocturne. De octobre 2024 à mars 2025, on a fait beaucoup de réunions en visioconférence pour tout vous dire, où on a un peu parlé de plein de projets, mais le spectacle nocturne revenait à chaque fois pour se donner quelques points. On a parlé de peut-être que ça pourrait être une quête, on pourrait réaliser les rêves d'un personnage ou réaliser les rêves d'un groupe, qu'il faudrait que ce soit féerique forcément, pas forcément historique, et que ce soit une création. On pourrait parler de la création et de l'inspiration. C'est quelque chose qui nous travaillait pas mal et qu'on pourrait parler de ça à travers le spectacle. C'est les mots-clés qui ressortent de l'ensemble de ces échanges de plusieurs mois. Après, de mai 2025, juillet 2025, 3 personnes de l'association se sont ressorties un peu du groupe et ont proposé 3 dossiers complets. Je ne vous les présente pas parce qu'il y a peut-être 30 ou 40 pages sur chaque dossier, d'un concept chacun, accompagné d'images, d'inspiration, etc. et d'une histoire complète chacun. À partir de ces 3 dossiers, on a fait des brainstorming tous les 4, donc ces 3 personnes et moi, pour venir mettre tout ça ensemble et voir ce qu'on en faisait quand on mélangeait le tout. Donc la première personne, c'est Amélie Nénez, qui va être metteur en scène et à la direction vocale du projet, mais qui est aussi auteur, compositrice, interprète, que vous avez pu entendre juste avant. Moi-même, en tant que producteur et directeur artistique du projet. Clément, dont je vous ai parlé pour la conception lumière, mais qui est compositeur, parce que toutes les musiques que vous entendez depuis le début sont de lui, quasiment. Même quand vous êtes entré dans la salle, 80% des musiques que vous avez pu entendre sont de Clément, et qui sera directeur musical. Ça veut dire qu'il ne va pas être compositeur de 1h30 de musique. On va essayer de faire appel à plusieurs compositeurs, parce qu'on va avoir différents tableaux dans le spectacle. On aimerait bien mélanger les styles, mélanger les inspirations, donc ne pas avoir qu'un seul style de musique et qu'une seule personne qui compose. Donc il va être compositeur, mais surtout directeur musical de l'ensemble de la partition. Et Raphaël qui va être assistant metteur en scène avec Amélie, et qui va probablement être comédien également sur le projet. Juste le parcours rapide d'Amélie.
Amélie, elle ne travaille pas du tout là-dedans, en tout cas pas à temps plein. Amélie, elle est psychologue clinicienne, mais par contre, elle a une très belle plume et elle a une très belle voix, et elle nous accompagne beaucoup dans l'écriture des projets depuis le début de l'association. Elle est fortement impliquée dans le tissu associatif local, que ce soit à Champagne-sur-Seine, à Avon-Fontainebleau, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui est très implanté dans le local, qui a aujourd'hui notre entreprise pour faire du chant professionnellement. Et on a Raphaël qui est un peu plus jeune, qui est un peu le plus jeune des quatre, qui est comédien de doublage également. Il a participé par exemple professionnellement à une série Disney+ il n'y a pas longtemps en tant que comédien de doublage. Il a fait un peu de cours Florent, il a fait des stages, différents stages d'acteurs sur Paris, et il se lance dans la vie professionnelle et de l'intermittence, qui est une grande aventure. Le synopsis, ce qui nous intéresse tous évidemment. C'est un premier synopsis qui n'a même pas été présenté encore aux bénévoles qui sont autour de vous aujourd'hui, donc c'est vraiment une grande première. Lumière dans la nuit, musique dans les cœurs, le village est en fête, et pour l'heure, rien ne saurait troubler la liesse. Pourtant, une ombre rôde, une ombre qui s'immisce, naît, grandit en chacun des villageois. Bientôt, il ne restera plus rien de la célébration. Rien vraiment. Un jeune homme semble être le seul échappé à la morosité ambiante. Les rires se sont tus, et avec eux la danse, la musique, l'art. Quel choix s'offre à lui, si ce n'est celui de partir? De rencontres improbables en découvertes inattendues, il parcourt le monde privé de lumière, ou du moins le croit-il, car dans l'obscurité des âmes s'est constitué un étrange commerce. C'est un premier jet, qui est très énigmatique, extrêmement énigmatique. Parce que le détail, c'est compliqué de vous parler du détail encore. C'était il y a quelques semaines qu'on a créé 4 actes, on a mis des titres à ces actes, on a commencé à dire ce qu'il y avait dans ces actes. Voilà, maintenant que tous les 4 on a fait ce travail-là, il va falloir qu'on le présente à toute l'équipe, que chacun donne un petit peu son avis, son inspiration. Voilà, on va rentrer dans le détail. Donc, il y a cette idée que la lumière a une place très importante, vous l'avez vu sur les images, donc on s'est dit qu'il faut parler de la lumière. Et forcément, derrière tout ça, pourquoi on parle de commerce? Parce que derrière toutes les écritures de l'association, il y a toujours quelque chose d'un peu actuel. La morosité ambiante, tout ça, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc on veut parler un petit peu de tout ça, mais de manière féerique, de manière fantaisiste. L'idée, c'est de vraiment créer une grande fresque de fantaisie, mais la seconde lecture pourra peut-être aller bien plus loin que juste un spectacle un peu féerique. Donc il y a une vraie seconde lecture de la société actuelle, etc., etc. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, ce qui nous entoure aujourd'hui, les éléments qu'on a pu mettre autour de nous sont des inspirations. Ça, c'est l'élément principal, je dirais. C'est peut-être le commerce. C'est de la lumière, mais peut-être pas la lumière comme on l'entend, en tout cas comme on l'entendrait. Donc c'est un commerce de lumière qu'il y a dans le spectacle, et c'est pas vraiment la bonne lumière au final. Ici, on a un costume de paysanne, on en a un autre ici, parce que c'est la fête du village. Et comme on fait quelque chose dans la fantaisie, on peut vraiment partir dans quelque chose parfois historique, mais on peut mélanger aussi les époques. C'est-à-dire que certains tableaux vont être peut-être dans le médiéval, peut-être que d'autres vont être beaucoup plus dans le 1900, l'impressionniste. Comme c'est des tableaux très marqués et très différents, on va pouvoir un peu partir dans des délires un petit peu plus loin que juste une fresque historique claire. Voilà quelques images d'inspiration. On part sur donc la lumière. La lumière a 2 significations. Il y a la lumière interne de chacun d'entre nous, et c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait rêver. Et puis il y a ce commerce de lumière, que certaines personnes profitent de la situation, et comme beaucoup ont perdu la lumière et sont dans l'ombre, certains vont se faire happer par cette ombre. La plupart des personnes vont se faire happer par cette ombre, et des personnes vont créer ce commerce de lumière pour les faire tomber dans une sorte d'addiction qui n'est pas vraiment la lumière première que l'on souhaiterait. Il y a un marchand de lumière. C'est un peu beau sur le papier, mais au final, c'est peut-être pas si beau que ça. Et il y a une usine qui est une mine depuis l'extérieur, mais au final, on s'aperçoit que cette mine, elle n'est pas si belle que ça, parce que justement, c'est un vrai commerce, c'est un vrai fléau qui utilise la société actuelle et la morosité et les gens dans quelle ambiance ils sont actuellement pour pouvoir vendre cette lumière.
fête du village, quelques images. Là, on a le Puy du Fou quand même. Forcément, c'est une inspiration pour certains tableaux. C'est notre personnage principal qui va être un naïf, un peu un nigaud, comme on peut revoir dans certains contes. Parce que lui, il ne va pas être touché par cette morosité, lui, il ne va pas être atteint par cette ombre. Il est un peu particulier, et du coup, lui, ça ne va pas l'atteindre, et il ne va pas comprendre ce qui se passe. Et du coup, c'est lui qui va partir de son village et qui va chercher à retrouver des copains parce que lui ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Et peut-être que c'est finalement lui qui va nous aider à retrouver la lumière et la vraie lumière. Mais il ne va pas tout de suite comprendre que cette lumière-là, ce n'est pas la vraie. Il va croiser beaucoup de personnes sur son chemin, il va croiser beaucoup d'ambiances différentes, il va se promener dans une foire, il va se passer des choses dans cette foire, il va se promener aussi dans une usine, je vous ai dit, et on va comprendre que cette usine, avant, elle ressemblait à autre chose. Cette usine, elle était complètement différente avant d'être une vraie usine pour de la matière. C'était une usine d'art, c'était un endroit collaboratif et créatif autour de l'ensemble des arts. Voilà ce que je peux vous dire sur la création du spectacle et sur là où on en est. C'est très riche, c'est très vague pour l'instant, mais il y a une histoire de lumière et d'ombre, de personnages en quête pour aller aider un peu ses copains malgré lui au début, puis au final c'est vraiment lui qui va saisir cette quête. C'est un peu comme un jeu vidéo où on passe des étapes, et puis au final on comprend que ça c'était une fausse piste, mais là on comprend que là c'est la bonne piste. Et petit à petit on va ramener les arts dans le spectacle, on va ramener le chant, on va ramener la musique, on va ramener la danse, et petit à petit, la lumière va se faire grâce aux arts. Parlons un peu concret. La gestion financière du projet. Et il est important de dire que depuis 2017, l'association de Seine-sur-Loing n'a touché que 3 600 € de subvention globale. C'est que la ville de Moret-sur-Loing qui a subventionné l'association. On n'a jamais cherché à avoir d'autres subventions que les subventions de la ville. Je parle bien de subventions pour l'activité première de l'association. L'activité secondaire, qui est l'activité costume, touche des subventions depuis 2 ans, mais qui est réservée à l'activité de gestion des costumes. Ce n'est pas du tout... l'un et l'autre ne sont pas ensemble. Ça fait 5 années que le budget total de l'association s'élève environ à 20 000 €. Donc vous voyez que ce n'est pas 3 600 € sur 8 ans qui va nourrir les 20 000 € chaque année. Comment on fait? C'est juste de l'équilibre, un jeu d'équilibre. C'est-à-dire qu'on va vendre certains projets à des privés, à des mairies. La Fête des Lumières, c'est une vente d'un spectacle à la mairie, parce que c'est la mairie qui est organisatrice de l'événement. Mais aussi des autoproductions. Toutes les productions, que ce soit à l'intérieur de l'église, que ce soit à l'intérieur de la salle des fêtes, que ce soit les jardins ou la forêt du crépuscule, ce sont des autoproductions avec des partenaires évidemment. La mairie est toujours partenaire pour nous donner l'électricité, les barrières, les services techniques nous aident beaucoup évidemment. Mais financièrement, ce sont des autoproductions où on arrive à l'équilibre. Et évidemment, sans Expert Even qui est notre partenaire principal. Avant, on avait Franck Sono qui était notre partenaire également, qui nous aidait également de la même manière. Évidemment, on ne pourrait pas faire ces projets. Ce serait infaisable de faire ces projets de cette envergure. Le budget du spectacle 2027. Pour l'instant, dans notre rêve, dans notre tête, on est sur un budget environ 220 000 €. Dans ces 120 000 €, il y a la technique, il y a le gardiennage, il y a la sécurité, il y a les repas, il y a la logistique, l'ensemble de la logistique, des défraiements pour l'ensemble des associations qui participent. La composition musicale, évidemment, on va faire appel à des compositeurs, on aimerait les rémunérer. Voilà. On essaye de professionnaliser l'ensemble des personnes avec qui on va collaborer. C'est notre souhait aujourd'hui. Peut-être qu'il faudra revoir nos ambitions, mais pour l'instant, c'est nos objectifs de travailler comme ça. On part sur 45 000 € de recettes, si on est complet les 2 soirs avec 700 personnes environ. Si on arrive à avoir 1200 personnes, on fera plus de recettes et comme ça, notre équilibre il va être un peu mieux au niveau subvention et mécénat privé qui aujourd'hui demande 68 000 €. On a 7 000 € sur le compte et on compte vraiment les dédier à ce projet. Et si on a plus d'argent d'ici là, ce sera toujours de l'argent en plus pour ce projet, pour diminuer les subventions et les mécénats. De quoi on a besoin et là où est-ce qu'on va aller? Les aides financières, c'est les entreprises privées, les mairies, les comités de communes, le département, la région, la DRAC, les fondations. On va faire du crowdfunding aussi, on va faire des appels au public, parce que si chacun donne 2 €, peut-être qu'au final on peut avoir plein d'argent. Mais voilà, il faut que tout le monde donne 2 €.
Et une aide logistique, c'est aussi une façon d'aider financièrement l'association que d'aller faire des pourcentages sur les repas, qu'un commerçant vienne faire des repas pour nous sur une des journées où on est là. Le gardiennage, on espère vraiment pouvoir aussi trouver des solutions, que ce soit avec les mairies ou avec des partenaires associatifs ou des partenaires privés aussi. Le gardiennage et la sécurité, voilà, c'est vraiment des choses qui vont être importantes, parce qu'il va falloir des agents de sécurité, il va falloir des agents de gardiennage pour l'ensemble du temps. L'électricité, bon là évidemment je ne vous cache pas que ça va être un partenariat mairie pour l'électricité, mais c'est hyper important quand vous voyez ce que ça donne. Les tonnelles, c'est un peu couillon, mais il va y avoir des loges partout, il va y avoir des loges à 4 endroits au moins. Bien sûr qu'il va y avoir aussi des lieux importants comme, on imagine la salle des fêtes ou la petite salle à côté, ou le centre culturel, ou le moulin, les moulins, voilà, plein de lieux dont on va avoir besoin sur la semaine, mais on va avoir aussi besoin de lieux de répétition. Pendant un an, il va falloir répéter les danses, les chorégraphies, etc. Et peut-être à différents endroits dans le sud Seine-et-Marne global, puisqu'on va peut-être faire appel à plein d'associations différentes. Les chaises, encore une fois, c'est un peu couillon, on dit comme ça, mais 700 chaises, on ne les a pas sous le tapis. Donc il va falloir aller les trouver. Et c'est important d'avoir des partenaires, comme je dis, les mairies et les communes du coin vont pouvoir nous aider, j'espère, à trouver tout ça. Le transport, parce qu'il va y avoir beaucoup de décors à transporter, beaucoup de gens à transporter. On peut peut-être trouver des partenaires aussi là-dessus. Voilà ce que je peux vous dire de ce qu'on attend et ce qu'on va être à la recherche pendant 2 ans. Jusqu'au bout, on ira chercher un maximum de partenariats, que ce soit financier ou logistique.